Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Europe 1 Info qui se poursuit puisque nous sommes ensemble maintenant pendant encore 1 heure avec les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. À 14h30, je recevrai Philippe Ballard, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement National. Mais tout de suite, c'est Léon Desfontaines, porte-parole national du PCF et adjoint à la mairie d'Amiens qui est avec moi en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Il y a eu le sommet du G7 à Évian, il y a eu ce fastueux dîner hier à Versailles pour Emmanuel Macron et Donald Trump, une intense séquence diplomatique. Quel bilan en tirez-vous ? Bon, moi je pense que le G7 a démontré ses limites. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous de pays riches qui mettent à l'ordre du jour des sujets, qui oublient de mettre à l'ordre du jour des sujets essentiels. Et surtout, encore une fois, je pense que la France gagnerait à peut-être réinventer quelque chose au niveau international. J'en prends pour exemple quand même un des grands absents de l'ordre du jour, c'est la question environnementale et de lutte contre le réchauffement climatique, qui n'a pas été inscrite à l'ordre du jour par Emmanuel Macron et le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de froisser Donald Trump. À un moment, je pense qu'on doit poser les questions, les bonnes questions. Est-ce que la France doit continuer à s'aligner sur la politique de Donald Trump et des États-Unis à l'échelle internationale, ou est-ce qu'elle devrait plutôt se reposer sur d'autres coopérations, je pense notamment avec les pays des BRICS, et surtout de permettre de réinvestir les organisations internationales telles que l'ONU, qui sont, je pense, finalement les organisations les plus à même de répondre aux immenses défis qui nous font face, notamment à la lutte contre le réchauffement climatique que j'ai cité, mais aussi à la multiplication des guerres. Et en l'occurrence, le G7 cherche à finalement continuer à imposer la domination des États-Unis, qui a démontré à plus d'une reprise ses limites, et d'ailleurs qui les a démontrées encore très récemment. Alors il y a peut-être d'autres formats pour tous ces autres problèmes, notamment pour le réchauffement climatique, qui inclut notamment d'autres pays que le G7. Mais sur cette histoire de ne pas froisser Donald Trump, cette critique, on la retrouve, on l'a entendue ces derniers jours. Écoutez, Robert Ménard, le maire de Béziers, qui était sur Europe 1 ce matin, il estime qu'Emmanuel Macron a eu, lui, raison d'inviter Donald Trump à Versailles. Je ne suis pas de ceux qui reprochent à Emmanuel Macron de le recevoir à Versailles. Dans le monde entier, Versailles, c'est la France. Et utiliser Versailles à un moment donné pour tenter d'obtenir un certain nombre de choses, c'est intelligent, de bonne guerre, il a raison de le faire. La France, c'est aussi ça. C'est le luxe, c'est Versailles, c'est l'histoire, et c'est nos cartes, les cartes qu'on a à jouer. Et c'est pas des petites cartes. S'il signe à Versailles, finalement, devant tout le monde, c'est parce qu'il est bluffé par ce que c'est. Alors, Léon Desfontaines, est-ce que vous pensez, vous, que Emmanuel Macron n'aurait pas dû, comme ça, sortir la carte Versailles pour Donald Trump ? Mais j'ai entendu M. Ménard, je ne sais pas ce qu'on a obtenu de Donald Trump. Qu'est-ce qu'on a obtenu ? On a obtenu de mettre un peu plus la pression sur la Russie pour prolonger le conflit en Ukraine. Si c'est ça qu'on peut aujourd'hui vanter au président de la République, excusez-moi, du peu. Enfin, je veux dire, encore une fois, moi je suis pour qu'on discute avec Donald Trump, je suis pour qu'on l'invite ici en France et qu'on poursuive les discussions. Mais pas forcément à Versailles ? Peu importe où, mais pour permettre d'obtenir des réponses sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique, sur la fin du conflit en Iran, mais sur la fin du conflit aussi en Russie et en Ukraine. En l'occurrence, ce qu'a réussi à obtenir Emmanuel Macron de la part de Donald Trump, excusez-moi, ce ne sont même pas des miettes, c'est rien du tout. Et donc, je ne vois pas l'intérêt de l'avoir invité à Versailles pour signer finalement un accord qui a pour conséquence simplement finalement d'aggraver encore un peu plus le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi ? Parce qu'il a montré une solidarité plus proche de Kiev que de Moscou ? La question, c'est pas la solidarité. Vous savez, nous, on a toujours répondu présent aux invitations du président de la République lorsqu'il a reçu les chefs de parti, en l'occurrence Fabien Roussel s'y rendait. Et à l'époque, il y a 2 ans, Emmanuel Macron disait c'est surtout pas le moment de négocier parce que à l'heure actuelle, l'Ukraine est en position de faiblesse et la Russie est en train d'avancer. C'est-à-dire que depuis 2 ans, le contexte a évolué. Aujourd'hui, l'Ukraine a réussi à stabiliser le front, à geler le front, même potentiellement à avoir par-ci et là quelques reconquêtes de centaines de mètres de terrain. Eh bien, c'est le moment ou jamais qu'il faut négocier avec la Russie. Maintenant que l'Ukraine a retrouvé une position de force sur le front, il faut négocier combien de temps encore nous allons devoir endurer ce conflit à l'international, combien de temps on va devoir endurer ce conflit sur le sol européen. À un moment, il faut être clair, il n'y aura pas d'issue militaire au conflit entre l'Ukraine et la Russie. La preuve en est, ce conflit dure depuis plus de 4 ans, les positions sont quasiment gelées. Eh bien moi je le dis, aujourd'hui il faut mettre tout le monde autour de la table des négociations plutôt que d'encourager un conflit dans la durée. Mais Volodymyr Zelensky a tendu la main à Vladimir Poutine en disant « mais rencontrons-nous, parlons-nous ». Eh bien pourquoi Emmanuel Macron ne serait pas à l'initiative d'une rencontre ici à Paris justement ? Pourquoi pas à Versailles s'il le souhaite, peu importe où, pour permettre de remettre tout le monde autour de la table et d'essayer de trouver une issue diplomatique. Je pense qu'en tout cas ça serait la voie du bon sens et permettre de retrouver finalement
la voix qui a fait l'originalité de la France sur la scène internationale ces dernières années, notamment lorsqu'elle avait décidé de ne pas s'engager en Irak et autres. Eh bien, j'aimerais que la France ait une position désalignée sur ce sujet et qu'elle soit faiseur de paix plutôt que d'aggraver le conflit comme Macron entend le faire. Ah, vous pensez qu'Emmanuel Macron aggrave le conflit ? Je pense qu'en tout cas, il souhaite... Parce qu'il a toujours été à la manœuvre, notamment sur l'Ukraine et la Russie, avec la coalition des volontaires. Ce que je veux dire, en tout cas, s'il ne l'aggrave pas, en tout cas, il encourage sa poursuite. Et en ce sens, c'est profondément insupportable. Moi, ce que j'attends de la France et d'Emmanuel Macron, d'autant plus maintenant que l'Ukraine n'est plus en position de faiblesse sur le front, c'est maintenant d'engager les pourparlers et les discussions. Justement, profitons de cette position de force de l'Ukraine pour commencer à engager des pourparlers. Ces pourparlers, ils auront lieu à un moment ou à un autre. Ils auront lieu soit dans 4-5 ans si on continue à poursuivre le conflit au détriment de millions, de centaines de milliers, voire de millions de victimes, et surtout au détriment aussi derrière de nos économies européennes qui aujourd'hui sont exsangues. Encore une fois, lorsqu'il s'agit de trouver de l'argent, on nous dit partout il n'y a pas d'argent pour financer un service public de justice. J'étais sur votre antenne pour en parler il y a un peu plus d'une semaine sur l'affaire Liana, mais aujourd'hui on trouve 7 milliards d'euros pour permettre de soutenir le conflit en Ukraine, pour dégager de nouveaux crédits militaires. Encore une fois, il y a ce 2 poids 2 mesures qui est insupportable. Moi je le dis, on n'a pas le luxe de poursuivre ce conflit, ni les Ukrainiens en premier lieu, qui sont les premières victimes de ce conflit, ni même nous, Européens, qui continuons à financer sous perfusion ce conflit qui, à un moment ou à un autre, mettra autour de la table M. Zelensky et M. Poutine. Et peut-être M. Trump ? Et M. Trump, pourquoi pas ? Tous les acteurs, en tout cas, qui pourraient peser en faveur d'une paix juste et durable dans la région devront être mis autour de la table. Je pense qu'il y a des garanties qui doivent être apportées, évidemment. Moi, je demande même qu'Emmanuel Macron soit à l'initiative de ce rendez-vous. Et on a compris, je crois, votre position. Mais je reviens un petit peu sur Donald Trump. Parce qu'évidemment, sa présence à Versailles hier a fait polémique. Alors qu'il menace les 20 Français de droits de douane, 100% de droits de douane même, est-ce que Emmanuel Macron devait lui faire les yeux de chimène ? Mais non, Donald Trump ne fonctionne qu'avec le rapport de force. Donc ça ne fonctionne pas de faire la danse du ventre devant Donald Trump, de l'inviter à Versailles en mettant les petits plats dans les grands, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. La réalité, c'est qu'il faut engager le bras de fer avec Donald Trump. Et ce bras de fer, il s'engage que par le rapport de force. Et si on veut avoir un rapport de force, il faut qu'on pose aujourd'hui en France une politique qui permette de nous retrouver notre pleine souveraineté. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir un rapport de force avec les États-Unis ? On est capable si demain on réinterroge notre relation avec les États-Unis et qu'on se dit que potentiellement on puisse engager de nouvelles coopérations qui ne soient pas naturelles avec les pays tels que les États-Unis, mais notamment avec les pays des BRICS. Mais ça veut dire quoi, que les États-Unis ne sont plus ni un allié ni un partenaire ? En fait, la question, c'est est-ce qu'on voit aujourd'hui que les États-Unis sont mis en difficulté, que l'hégémonie, en tout cas américaine, est mise en difficulté sur la scène internationale, et qu'à un moment, la question qui se pose à la France, c'est est-ce qu'on va poursuivre les États-Unis dans leur descente aux enfers, dans leur déclin, ou est-ce qu'on sera en capacité de saisir la balle au bond et de discuter avec les pays des voies émergentes, notamment des BRICS, le Brésil, la Chine, évidemment, sont des pays avec lesquels il va falloir discuter si nous ne voulons pas perdre notre place et notre stature à l'échelle internationale. Mais encore une fois, il va falloir un moment dire stop à Donald Trump. Puisqu'on parle de la France, de la souveraineté, de la Marseillaise, pourquoi pas ? Léon Desfontaines, je rappelle que vous êtes porte-parole nationale du PCF. Qu'avez-vous pensé des propos de Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, concernant la Marseillaise ? Je vais vous les citer entièrement. Siffler la Marseillaise, a-t-il dit, quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit à la réplique populaire, parce que les enfants de celles et ceux qui sont ici dans les grands stades, ils sont citoyens d'ici, mais aussi de là-bas. Alors écoutez, avant de répondre à ma question, l'avocat Gilles William Golnadel, qui est revenu hier sur CNews sur ses propos. C'est la conjonction entre le privilège rouge et le privilège racisé. C'est exactement ce qui explique pourquoi on ne bouge pas. Il veut violer la volonté du peuple français et il lui crache dessus. C'est sur le fond des choses, en vérité, du racisme envers la vieille France rance. Qu'en pensez-vous, Léon Desfontaines ? Est-ce que siffler la Marseillaise, c'est un droit ? Moi, je pense que c'est une petite polémique de bas étage qui a été lancée par Bakayoko, excusez-moi, qui n'a pas sa place. Encore une fois, je pense que toute polémique n'est pas bonne à lancer. La France insoumise est accoutumée de lancer, de souffler sur les braises et de lancer des polémiques pour faire parler d'eux. Moi, je le dis, la Marseillaise n'est pas un God Save Macron, c'est pas une hymne aujourd'hui en faveur des politiques du gouvernement à l'échelle internationale. C'est l'hymne français qui est issu de la Révolution française de 89, de 93, qui a été reprise à toutes les révolutions françaises à toutes les révolutions de notre histoire, 1830, 1848, la Commune de Paris en 1870, où il y avait le
drapeau rouge et le drapeau bleu-blanc-rouge pendant la résistance, bien évidemment, à la libération. C'est un chant qui a rythmé finalement toute l'aspiration à la liberté du peuple de France et de la nation française. Encore une fois, je pense que la Marseillaise est avant tout un chant de justice sociale, de liberté. Et en ce sens, moi, je continuerai non seulement à la chanter, mais surtout à la défendre et surtout à ne pas la délaisser à la seule extrême droite qui, elle, en a en effet une vision déformée, je pense, de ce qu'est la nation française. En tout cas, on a un débat. Tout ce que vous venez de dire, donc ce n'est pas une petite polémique de dire siffler la Marseillaise, c'est un droit. Non, je veux dire, je pense que M. Bagayoko le fait sciemment en lançant une polémique pour faire parler lui, en utilisant un sujet, alors qu'on a de nombreux autres sujets qui mériteraient d'être sur devant de la scène médiatique. Je pense que lui-même, en tant que maire de Saint-Denis, il a bien mieux à faire que de lancer cette polémique. Et je déplore justement que la France Insoumise tombe plutôt dans la politique de caniveau. Voilà, une polémique de caniveau, si vous voulez. Et je pense que ça a été à l'initiative de la France Insoumise. Je ne parle pas de toutes les réactions qu'il y a eu ensuite, qui sont d'ailleurs plus ou moins légitimes, mais en tout cas qui s'offusquent de ses propos. Et moi, je les comprends tout à fait. Alors, c'est pas la première fois. Il avait aussi décroché le portrait d'Emmanuel Macron. Il avait dit aussi que si le Rassemblement national arrivait au pouvoir, il y aurait du monde dans les rues et pas forcément de manière pacifique. Est-ce que c'est un aveu de séparatisme pour vous de la part de Bali Bagayoko, de la France Insoumise ? Non, je ne sais pas si c'est un aveu de séparatisme. En tout cas, moi, je l'invite à réviser sa position sur la Marseillaise, sur le drapeau, sur ce que c'est que la nation, encore une fois, française. La nation française ne se définit pas, ne s'est jamais définie par rapport à nos racines, à notre sang, mais bien comme un destin commun, un projet commun de comment on est capable, peu importe notre religion, peu importe notre couleur de peau, peu importe nos aïeux, de pouvoir avancer ensemble pour permettre de construire un espace de justice, un espace de fraternité. Et finalement, c'est ça qui fait la nation française, c'est la République française. Et donc moi, j'inviterai l'ensemble de nos élus, et en l'occurrence notamment le maire de Saint-Denis, à réviser ses positions et peut-être à essayer de regarder comment on peut construire ensemble plutôt que d'essayer de souffler sur les braises d'un conflit identitaire qui existerait en France. Encore une fois, je pense qu'en faisant cela, on vient encourager l'idée du choc de civilisation qui a pu être instauré d'abord par l'extrême droite et qui aujourd'hui, en tout cas sur les thèses, est repris par une partie de la gauche, notamment de la France Insoumise. Lorsque j'entends Jean-Luc Mélenchon sur son concept de Nouvelle France, finalement, on vient tout essentialiser, on vient faire des conflits sociaux, des conflits identitaires, et ça, c'est profondément insupportable. Moi, je souhaite qu'à gauche, et on en parlera probablement juste après sur la question des échéances présidentielles. Merci, vous faites les teases. Mais j'espère en tout cas que la gauche puisse retrouver la question sociale, le chemin de la question sociale de la lutte des classes, plutôt que des luttes identitaires telles qu'elles sont proposées à l'heure actuelle par la France Insoumise. Alors, 2027 commence dès maintenant. En 2026, écoutez Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'il a lancé au reste de la gauche, d'ailleurs, dont vous faites partie, c'était lors de son premier meeting de campagne, c'était à Saint-Denis le 7 juin. La primaire est finie. C'est nous qui avons gagné l'honneur de marcher en première ligne. Et bienvenue à tous ceux qui veulent participer à la bataille pour la 6e République écologique et sociale. Un grand changement est à portée de main. Léon Desfontaines, ça y est, la primaire est finie, c'est eux, la France Insoumise, qui a gagné ? Alors, je vais être d'accord avec le début de son intervention. Oui, la primaire est terminée. Si tant est, elle a débuté à un moment ou à un autre. Je pense que je ne l'ai pas vu, en tout cas. On l'a pas vu passer. En tout cas, on l'a vu passer peut-être dans quelques salons parisiens, peut-être dans les grandes métropoles, mais en dehors, on en a peu entendu parler. Et à juste titre, en réalité, le processus de primaire de la gauche avait un objectif, c'est essayer de mobiliser des militants de gauche, des grandes métropoles, mais pas de se poser la question centrale, qui est celle que tout militant de gauche, je crois, devrait se poser, c'est comment on fait pour battre l'extrême droite, comment on fait pour faire reculer l'extrême droite dans les territoires notamment où, il y a encore 20 ans, la gauche était omniprésente, très forte. Je pense notamment aux circonscriptions ouvrières de ma région, du bassin minier et autres, et où aujourd'hui le Rassemblement national a le vent en poupe avec 100%, je le rappelle, des circonscriptions du bassin minier. Mais Jean-Luc Mélenchon, il dit c'est moi. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il est là depuis un petit moment maintenant, ça fait quand même depuis 2012, 2017, 2022. Par 3 fois, il a démontré son échec, son incapacité à faire reculer l'extrême droite. D'ailleurs, depuis qu'il est candidat, en réalité, l'extrême droite a continué à progresser. Donc peut-être qu'il faut changer. Je ne dis pas qu'il en est la cause, mais par contre, peut-être qu'il faut changer les recettes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon arrive à obtenir un certain résultat dans les métropoles notamment, mais alors dans les circonscriptions ouvrières de chez moi, il est contre-productif. Si on regarde l'évolution
l'évolution de ses scores entre 2012, 2017, 2022, en réalité, il est en recul dans les circonscriptions ouvrières. Et je le dis en tant que porte-parole d'un parti de gauche, du Parti communiste, du parti historique des ouvriers, on a besoin, pour renforcer la gauche, d'aller rechercher ce qui faisait le cœur de notre électorat. C'est justement les travailleurs de ce pays, c'est les ouvrières et les ouvriers. Est-ce que la candidature de Jean-Luc Mélenchon le permettra? Non. Pourquoi il ne le permettra pas? Tout simplement parce que vous parlez du meeting de Saint-Denis. Le meeting de Saint-Denis, il n'a pas eu un seul mot sur les services publics de l'éducation nationale. Il n'a pas eu un seul mot sur la réindustrialisation du pays. Encore une fois, si on ne parle pas de ces sujets fondamentaux, on n'arrivera pas à aller convaincre des travailleurs, des ouvriers de revoter pour nous. Et aujourd'hui, moi, je déplore le fait que la gauche est enfermé dans ce que j'appelle un congrès du Parti socialiste entre deux tendances. Il y a celle de Jean-Luc Mélenchon que je viens de citer, et l'autre celle de Raphaël Glucksmann, ultralibéral, européiste, qui est aussi responsable finalement de l'échec de la gauche dans ces territoires. Donc on a besoin de réinventer quelque chose, et c'est moi pour cela que je plaide non pas pour une primaire, mais bien pour une candidature d'une gauche populaire, en l'occurrence, et on verra si c'est ce que décident les communistes, mais moi je crois en la candidature de Fabien Roussel. Seul non, je pense que Fabien Roussel peut être une candidature de rassemblement. Aujourd'hui, j'entends moi des figures, des cadres politiques de la gauche qui partagent cette ambition d'aller reconvaincre celles et ceux qui votaient à gauche il y a 20 ans de nouveau voter à gauche. Je pense à François Ruffin, par exemple. Moi, je dis à François Ruffin, mais de mettre son ego de côté et de venir nous rejoindre. Si l'ambition, c'est justement de reconstruire une force de gauche, de rassemblement qui soit capable de dépasser ce faux clivage entre deux candidats sociodémocrates, celui de Jean-Luc Mélenchon d'une part et social-libéral de Raphaël Glucksmann, on a besoin de mettre toutes les forces dans la bataille. Donc moi, j'invite l'ensemble des candidats qui souhaitent aller rechercher ces électeurs, de convaincre les travailleurs de revoter à gauche, et bien de faire front commun. Sans vouloir être désobligeante, 2,28% des voix pour Fabien Roussel en 2022. Tout à fait, c'était la première fois qu'on se représentait à une élection présidentielle depuis bien longtemps. Je pense que beaucoup de terrains ont été parcourus depuis. Fabien Roussel était inconnu au bataillon encore quelques semaines avant les élections présidentielles. Mais il était méconnu parce qu'on a laissé d'autres raconter notre histoire pendant très longtemps, trop longtemps. D'ailleurs, à l'époque de 2022, si on regarde un peu les archives, tout le monde nous disait « Mais quelle est votre différence avec Jean-Luc Mélenchon? Vous aviez soutenu Jean-Luc Mélenchon précédemment, quelle est votre différence? Quelle est votre différence ?» Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire d'emblée. Moi, je vois deux différences fondamentales aujourd'hui avec la France insoumise. J'ai cité la première, c'est celle d'arrêter de parler peu à peu de la question sociale et de la lutte des classes. Jean-Luc Mélenchon a arrêté de parler de la lutte des classes et a essentialisé, notamment avec son concept de Nouvelle France, les conflits. Il vient faire un conflit et remplacer la lutte des classes par des conflits identitaires en parlant de Nouvelle France et autres. Pour vous, il n'y a pas de Nouvelle France? Non, pour moi, par contre, il y a un enjeu à porter une nouvelle République. Enfin, je ne comprends pas ce que c'est le concept de Nouvelle France. Encore une fois, moi je l'ai dit tout à l'heure, ma définition de ce que c'est que la France. La France, ça ne se résume pas à des origines, des couleurs de peau, une religion. Ça se résume à un destin commun. Comment on est capable de faire nation? C'est pour moi le principal débat. Et l'autre sujet, c'est la question environnementale et écologique. Encore une fois, aujourd'hui, il n'y a personne à gauche qui prend la mesure de... Europe Écologie Les Verts, quand même. Mais avec quel projet? Je suis désolé, mais aujourd'hui, celles et ceux qui ont porté un programme de sortie du nucléaire sont responsables du réchauffement climatique que nous sommes en train de connaître dans notre pays. Le fait que de Jean-Luc Mélenchon, en passant par les écologistes, en passant par Emmanuel Macron, jusqu'à Marine Le Pen, la classe politique était quasi unanime pour dire qu'il fallait fermer la centrale nucléaire de Fessenheim, fermer les centrales nucléaires. Il y a eu un revirement, mais pas à gauche. Et moi, aujourd'hui, je ne crois pas que la gauche puisse prétendre lutter contre le réchauffement climatique si demain on n'est pas en capacité de dire que si on veut répondre à l'impératif environnemental, bah oui, il va falloir construire davantage de réacteurs nucléaires. Pourquoi? Pour permettre d'acheminer davantage d'électricité sur le territoire, pour réindustrialiser et décarboner notre industrie, pour permettre de construire des lignes de chemin de fer. Si on veut demain développer le parc automobile électrique, bah, à un moment ou à un autre, il va falloir quand même produire de l'énergie. Raphaël Glucksmann en a parlé lors de son meeting. Raphaël Glucksmann, qui est... de l'écologie, de la République écologique, très bien, allié de François Hollande, qui a, je rappelle, fermé Fessenheim, mais surtout qui est le grand supporter de Ursula von der Leyen. Il a quand même de nouveau voté pour elle à la tête de la Commission européenne. Je ne crois pas que c'était la plus écologiste. Oui, et je crois pas que l'Union européenne... Elle a dit que c'était une erreur stratégique de sortir du nucléaire. Et lui, il a plaidé pour une République écologique. Je ne crois pas que l'Union européenne que défend Raphaël Glucksmann était un grand allié des causes environnementales. Encore une fois, la multiplication des traités de libre-échange que les socialistes d'ailleurs européens votent bien souvent main dans la main avec la droite européenne ont permis de lutter contre le réchauffement climatique. Donc encore une fois, moi j'ai 30 ans, la question de la lutte contre le réchauffement climatique fait partie
partie de mes combats prioritaires, et je pense comme beaucoup de jeunes, mais il faut savoir allier lutte des classes et lutte contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, à gauche, personne ne prend la mesure de ce qu'il faudrait faire. Eh bien, moi, j'encourage justement Fabien Roussel aussi à se présenter pour permettre de porter haut et fier les couleurs de l'écologie politique telle que nous l'entendons, c'est-à-dire en effet décarboner notre production électrique, réindustrialiser le pays pour éviter d'importer de l'autre bout de la planète ce qu'on ne produirait pas ici. Et en l'occurrence, le seul parti qui a été capable d'élaborer un plan pour atteindre la neutralité carbone en 2050, je veux dire un plan complet, sur l'automobile, sur l'industrie, sur le logement, sur la production énergétique. C'est le Parti communiste français avec son plan climat empreinte 2050. Ça a été salué par de nombreux scientifiques. Et donc moi, je souhaite qu'à l'aune justement des grands combats pour l'écologie, la gauche soit à la hauteur. Et en l'occurrence, Fabien Roussel le sera. Alors, Fabien Roussel qui n'est pas encore officiellement candidat. Tout à fait. Ça le sera sans doute, peut-être. En tout cas, moi, je plaide pour. Et en effet, mais ce qui est intéressant chez nous, c'est que c'est les communistes qui votent. Ouais, voilà. Il y a un congrès en juillet, sachant que début juin, on en avait déjà parlé ensemble. Il y a eu les communistes, donc, pour reprendre le terme, ont voté déjà pour une sorte de texte de base, en fait, une ligne de base qui est celle de Fabien Roussel. Mais toutefois, dans les sondages, quand même, je suis désolée d'y revenir, mais celui qui est à égalité avec Raphaël Glucksmann, au coude à coude, on va dire, plutôt, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est pas Fabien Roussel, même quand il est testé. Les sondages un an avant l'élection, avant même que Fabien Roussel, vous l'avez dit, soit candidat. Non, mais moi j'invite à dire, encore une fois, je pense que c'est le contenu et le programme. Les Français voteront sur un programme qui pour l'instant n'est pas encore connu. Pour les raisons que j'ai pu citer, je pense que Fabien Roussel a son épingle à tirer du jeu. Et encore une fois, on a besoin de réinventer quelque chose à gauche. Moi, je dis, faisons table rase, faisons fi des vieux clivages politiques qui existent à gauche entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann. Mais encore une fois, aucun de ces deux candidats n'est capable de gagner l'élection. À un moment, je veux dire, il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, soit on travaille et on se réunit. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les sondages que vous citez, il n'y en a aucun qui est donné gagnant à l'élection présidentielle pour la raison suivante. C'est encore une fois, si la gauche n'est pas capable... Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, oui. Si la gauche n'est pas capable d'aller chercher, convaincre des électeurs qui, il y a 20 ans encore, pouvaient voter à gauche, mais ne votent plus aujourd'hui parce que soit Jean-Luc Mélenchon leur fait peur, soit Jean-Luc Mélenchon ne parle plus d'eux, soit Raphaël Glucksmann, tout simplement, a mis en place des politiques publiques les mettant à mal, eh bien, on ne sera pas capable de gagner quelconque victoire, d'ailleurs pas qu'électorale, quelconque victoire. Encore une fois, on a besoin de reconstruire ce qui faisait la force de la gauche, la base sociale qui faisait la force de la gauche, et la gauche uniquement métropolitaine ne gagnera jamais. Je fais des si, mais si jamais Jean-Luc Mélenchon arrive au second tour face au Rassemblement national, le Parti communiste apporte son soutien à... Nous, on appellera à voter, bien sûr, contre le Rassemblement national et pour la victoire de la gauche. Mais encore une fois, l'enjeu, et les sondages le démontrent, c'est que, qu'importe d'ailleurs qu'on appelle ou pas à voter, qu'on donne des consignes de vote. Si, c'est quand même... moi, je suis clair, je le dis sans difficulté. Quel est votre adversaire, finalement? Parce que là, vous venez de me réduire en miettes là, depuis 10 minutes. Jean-Luc Mélenchon et son parti, et la France Insoumise et sa stratégie. Quel est votre véritable adversaire, finalement? Mais ce que je dis, c'est justement mon véritable adversaire, et c'est la question qu'on devrait tous se poser à gauche, c'est comment on bat l'extrême droite. Est-ce qu'on bat l'extrême droite avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, de Raphaël Glucksmann? Je ne le crois pas. C'est ce que je vous dis, ce que je viens de vous dire. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de réinventer quelque chose de nouveau à gauche. Jean-Luc Mélenchon contre Jordan Bardella ou Marine Le Pen, peu importe qui sera le candidat, l'extrême droite est donnée gagnante à plat de couture. Donc peut-être qu'il faut réinventer quelque chose d'autre à gauche, ce que je dis. Et encore une fois, si on n'est pas capable de refaire de la question sociale une priorité, à gauche, on ne gagnera pas. Mais est-ce que l'extrême droite, elle ne sera pas battue parce qu'il y a une certaine union? Non, encore une fois, la faiblesse de la gauche, c'est pas la question de la désunion de la gauche. On n'est pas en 2002 où il y avait une multiplication des candidats qui faisait qu'on ne s'est pas qualifié au second tour. Non, la différence par rapport à 2002, c'est que la gauche a perdu 15 points. On a perdu 15 points. Où sont passés ces 15 points? Mais vous avez vu quand même le nombre de candidats à l'extrême droite. Oui, mais alors, on est à un an avant le scrutin, c'est le jeu. Moi, je vous le donne, je pense qu'on aura même moins de candidats de gauche qu'on en a eu en 2022. Non, je ne pense pas que c'est ça qui affaiblit la gauche. Encore une fois, on a vu les tendances au dernier scrutin, il y a des dynamiques de vote utiles et autres. C'est pas la multiplication des candidats qui fera la faiblesse de la gauche, mais c'est son incapacité à aller chercher les électrices et les électeurs qui, encore une fois, pouvaient voter pour eux il y a encore 10 ou 15 ans. Encore une fois, la gauche est arrivée au pouvoir dans ce pays uniquement parce que les ouvriers, les travailleurs ont décidé de voter à gauche. Merci beaucoup Léon Desfontaines, porte-parole national du PCF et adjoint à la mairie d'Amiens.